À chaque fois que quelque chose ne tourne pas rond dans notre vie, nous cherchons naturellement une explication. Ne pas comprendre pourquoi nos projets ont capoté, ou pour quelles raisons nos idées se sont heurtées à une résistance soudaine, nous perturbait profondément et aggraverait notre souffrance. Mais en cherchant une cause, notre esprit a tendance à tourner continuellement autour des mêmes types d'explications. Un individu ou un groupe m'a mis des bâtons dans les roues. Peut-être parce que je ne lui étais pas sympathique. Des forces antagonistes puissantes, extérieures à moi, le gouvernement ou des conventions sociales, par exemple, m'ont entravé. J'ai été mal conseillé, ou l'on m'a dissimulé des informations. Et la pire des explications, c'est la faute à pas de chance et à des circonstances malheureuses. Ces explications soulignent notre impuissance. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Comment aurais-je pu prévoir les actions malveillantes de X contre moi? Elles pèchent aussi par leur imprécision. En général, nous sommes incapables d'identifier précisément les actions prétendument malveillantes d'un tel ou d'une telle. Nous ne pouvons que soupçonner ou imaginer. Ces explications tendent à intensifier nos émotions. Colère, frustration, découragement, etc. Par la suite, nous allons nous complaire dans ces états émotionnels tout en les jugeant néfastes. Plus caractéristique encore, notre premier réflexe est de chercher la cause à l'extérieur. Oui, nous sommes peut-être responsables en partie de ce qui est arrivé, mais ce sont essentiellement les autres, et des forces contraires qui nous ont fait trébucher. Cette réaction est profondément ancrée dans l'animal humain. Dans l'Antiquité, nous aurions probablement accusé les dieux et les mauvais esprits. Nous les désignons par d'autres noms aujourd'hui, mais ça ne change rien. Car la vérité est tout autre. Certes, il existe des individus, et des forces supérieures qui nous influencent constamment. Et beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler dans le monde. Mais, en général, la première chose qui nous conduit à nous fourvoyer, à prendre de mauvaises décisions et à faire de mauvais calculs, c'est notre irrationalité profonde. La force avec laquelle l'émotion gouverne notre esprit. Nous ne pouvons pas la voir, c'est notre point aveugle. Et pour illustrer ce point aveugle, examinons la crise des subprimes de l'automne 2008, un véritable condensé de toutes les formes d'irrationalité humaine. Au lendemain de ce crash financier, voici les explications les plus courantes qui ont circulé dans les médias. Des déséquilibres commerciaux et d'autres facteurs avaient engendré du crédit bon marché au début des années 2000, à l'origine d'un excès d'endettement des ménages. Il était devenu impossible d'estimer précisément la valeur des produits dérivés terriblement complexes qui se négociaient, du coup, personne ne pouvait réellement évaluer les profits et les pertes. Il existait une cabale d'initiés aussi habiles que corrompus, qui avaient tout intérêt à manipuler le système dans la perspective de multiplier rapidement leurs profits. Des prêteurs cupides poussaient des propriétaires naïfs à souscrire des crédits hypothécaires à risque. Il y avait trop de réglementation gouvernementale. Il n'y avait pas assez de surveillance du gouvernement. Les modèles informatiques et les systèmes boursiers étaient devenus fous. Toutes ces explications témoignent d'un déni remarquable d'une réalité fondamentale. Avant le crash de 2008, des millions de personnes se sont demandé si elles allaient investir ou pas, et ont pris des décisions par rapport à cela. À tout instant, acheteurs et vendeurs auraient pu faire marche arrière, et refuser d'investir dans les formes d'investissement les plus risquées. Mais ne l'ont pas fait. Une foule d'observateurs extérieurs ont souligné les dangers d'une bulle financière. Quelques années auparavant, l'effondrement de Long Term Capital Management, un énorme hedge fund, qui signifie fonds d'investissement à vocation spéculative, avait montré qu'un crash de plus grande envergure pouvait, et allait se produire. Si les gens avaient eu la mémoire moins courte, ils se seraient souvenus de la bulle de 1987. S'ils s'intéressaient un tant soit peu à l'histoire, ils auraient repensé à la bulle spéculative et au crash de 1929. Tout propriétaire d'un logement peut comprendre les risques liés à des emprunts sans aucun versement initial, et à des conditions de crédit assorties d'une hausse rapide des taux d'intérêt. Toutes les analyses avancées au lendemain du crash de 2008 ignorent l'irrationalité fondamentale qui a animé acheteurs et vendeurs sur toute la ligne. Ils se sont laissés contaminer par l'attrait de l'argent facile. De quoi faire perdre la tête à l'investisseur le plus éclairé. Des études et des experts ont été engagés pour soutenir des idées auxquelles les gens étaient déjà disposés à croire, du style « cette fois, c'est différent » ou « les prix de l'immobilier ne descendent jamais ». Une vague d'optimisme débridé a submergé les masses. Puis ce fut la panique, le crash et la terrible confrontation à la réalité.
Au lieu de reconnaître cette orgie de spéculation qui s'était emparée des foules, faisant apparaître les plus sensés et les plus intelligents comme des idiots, on a accusé des forces extérieures, et tout fait pour éviter de regarder du côté de la véritable source de cette folie collective. Ce phénomène n'est pas propre à la crise de 2008. On a sorti les mêmes explications au lendemain des crashs boursiers de 1987 et 1929. De la Railway Mania des années 1840 en Angleterre, et du crash de la South Sea Company dans les années 1720, également en Angleterre. Il a été question de réformer le système, des lois ont été votées pour limiter la spéculation. Et rien n'a marché. Si les bulles spéculatives se forment, c'est parce qu'elles exercent un attrait émotionnel intense sur les esprits, et submergent la capacité de raisonnement de l'individu. Elles stimulent notre attirance naturelle pour la course au profit, l'argent facile, et les gains rapides. Il est difficile de voir les autres gagner de l'argent et de ne pas y participer. Aucune force régulatrice sur la planète ne peut contrôler la nature humaine. Et parce que nous ne regardons pas en face la vraie source du problème, les bulles spéculatives et les crashs se répètent, et se répéteront tant qu'il y aura des pigeons, et des gens incapables de tirer les leçons de l'histoire. La récurrence de ces phénomènes collectifs reflète la répétition des mêmes problèmes, et des mêmes erreurs à l'échelle de nos vies personnelles, à l'origine de nos schémas de fonctionnement négatifs. Il est difficile de tirer les leçons quand on ne regarde pas à l'intérieur, quand on ne veut pas voir les vraies causes. Quelles leçons tirer de cet exemple ? Si nous voulons devenir plus rationnels, commençons par comprendre notre irrationalité fondamentale. 2 facteurs devraient rendre cette idée plus acceptable pour notre ego. Premièrement, nul n'est à l'abri de l'effet irrésistible des émotions sur l'esprit, pas même le plus sage d'entre nous. Deuxièmement, dans une certaine mesure, l'irrationalité fait partie de la structure de notre cerveau. Nous sommes câblés ainsi dans notre manière de traiter les émotions. L'irrationalité échappe presque totalement à notre contrôle. Pour le comprendre, il faut étudier l'évolution des émotions elles-mêmes. Pendant des millions d'années, les organismes vivants ont dépendu d'un instinct de survie parfaitement au point. En une fraction de seconde, un reptile pouvait sentir le danger dans son environnement, et réagir en prenant instantanément la fuite. L'impulsion et l'action n'étaient pas séparées. Puis, chez certains animaux, cette sensation immédiate du danger a évolué lentement, pour se transformer en quelque chose de plus diffus et de plus durable, le sentiment de peur. Au départ, cette peur n'était rien de plus qu'un niveau d'excitation élevé, avec libération de certaines substances chimiques pour alerter l'animal d'un danger possible. Avec cette excitation et l'attention qui en découlait, l'animal pouvait réagir de plusieurs manières, et non plus seulement par la fuite. Il pouvait devenir plus sensible à l'environnement et tirer des leçons de ses expériences. Ses possibilités de réponse s'étant élargies, il avait de meilleures chances de survie. Ce sentiment de peur ne durait que quelques secondes, voire moins, car la rapidité était essentielle. Chez les animaux sociaux, les émotions et sentiments ont commencé à jouer un rôle plus profond, et plus important, devenant une forme de communication majeure. Ces animaux pouvaient émettre des sons féroces, ou hérisser leurs poils pour montrer leur colère, repousser un ennemi ou signaler un danger, exprimer leur désir sexuel ou leur réceptivité à l'accouplement, par certaines postures ou odeurs, signaler leur envie de jouer par d'autres postures ou gestes. Et par certains cris, les jeunes manifestaient leur profonde anxiété, et demandaient à leur mère de revenir. Chez les primates, ces signaux émotionnels sont devenus plus élaborés et plus complexes encore. Des études ont montré que les chimpanzés peuvent éprouver de l'envie, de la jalousie et un désir de vengeance, entre autres. Cette évolution s'est étendue sur des centaines de millions d'années. Beaucoup plus récemment, les animaux et les humains ont développé des facultés cognitives qui ont abouti à l'invention du langage et à la pensée abstraite. Comme l'ont avancé de nombreux neuroscientifiques, c'est ainsi que le cerveau des mammifères supérieurs s'est construit au fil de l'évolution. Et ce cerveau est composé de 3 parties. La partie la plus ancienne, le cerveau reptilien, contrôle toutes les réponses automatiques permettant la régulation de l'organisme. C'est notre part instinctive. Au-dessus se trouve le cerveau paléomammalien, appelé aussi cerveau limbique, qui gouverne nos émotions et nos sentiments. Et la dernière couche est constituée par le néocortex, la partie qui contrôle les facultés cognitives, et chez les humains, le langage. À l'origine, les émotions sont donc une excitation physiologique destinée à capter notre attention, à nous inciter à remarquer quelque chose qui se passe dans notre environnement. Ce sont des réactions chimiques et des sensations que nous devons ensuite traduire en mots, pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous.
Mais parce qu'elles sont traitées dans une région du cerveau séparée de celle du langage et de la pensée, leur traduction est souvent approximative, voire inexacte. Par exemple, nous éprouvons de la colère envers une personne X, alors qu'en réalité, la véritable source de cette émotion est l'envie. Sans en avoir conscience, nous nous sentons inférieurs à cette personne, et sommes envieux de telle ou telle chose qu'elle possède. Mais l'envie n'est pas un sentiment avec lequel nous sommes à l'aise, alors souvent nous en donnons une traduction plus acceptable, nous disant que c'est de la colère, de l'antipathie ou du ressentiment. Deuxième exemple, supposons qu'un jour, nous ressentons de la frustration et de l'impatience. Une personne Y croise notre chemin au mauvais moment, et nous lui crachons notre venin sans avoir conscience que cette colère est motivée par autre chose, et disproportionnée au regard de ce que cette personne Y nous a dit ou fait. Troisième exemple, nous sommes vraiment très en colère contre une personne Z. Mais cette colère est en nous, inscrite tout au fond de nous, et liée à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal dans notre passé, peut-être un parent. Et nous dirigeons notre colère contre la personne Z, parce qu'elle nous rappelle ce parent. Autrement dit, nous n'avons pas consciemment accès aux origines de nos émotions, et des humeurs qu'elles génèrent. Dès que nous les éprouvons, nous ne pouvons que les interpréter, les traduire en mots, et le plus souvent nous les traduisons mal. Nous nous accrochons à des interprétations simples qui nous conviennent. Ou nous restons perplexes, déroutés. Par exemple, nous ne savons pas pourquoi nous nous sentons déprimés. Cet aspect inconscient des émotions signifie aussi que nous avons beaucoup de mal à en tirer des leçons, à empêcher ou faire cesser nos comportements compulsifs. Les enfants qui se sont sentis abandonnés par leurs parents vont avoir tendance à créer des schémas d'abandon à l'âge adulte, à leur insu, évidemment. La fonction de communication des émotions, essentielle chez les animaux sociaux, devient également source de problèmes pour nous. Nous communiquons de la colère, alors que nous ressentons autre chose en réalité, ou que cette colère est dirigée contre quelqu'un d'autre, mais la personne en face de nous l'ignore, et réagit comme si elle était attaquée personnellement. Ce qui risque de provoquer des malentendus en cascade. Les émotions ont évolué pour une raison différente de celle de la cognition. Ces deux formes de relation au monde ne sont pas séparées par une frontière étanche dans notre cerveau. Chez les animaux, dégagés du besoin de traduire leurs sensations physiques en langage abstrait, les émotions fonctionnent sans problème, conformément à leur fonction initiale. Chez nous, la coupure entre les émotions et les facultés cognitives est source de conflits intérieurs incessants, c'est comme si nous avions en nous un moi émotionnel, fonctionnant indépendamment de notre volonté. Les animaux n'éprouvent que brièvement la peur, l'émotion arrive, puis repart aussi vite. Alors que nous nous appesantissons sur nos peurs, les intensifiant, et les prolongeant bien au-delà du danger, parfois au point de ressentir une anxiété permanente. Beaucoup seraient tentés d'imaginer que nous avons quelque peu dompté ce moi émotionnel grâce à notre évolution intellectuelle et nos progrès technologiques. Après tout, nous ne semblons pas aussi violents, passionnés ou superstitieux que nos ancêtres. Or, il n'en est rien. Les progrès et la technologie n'ont pas changé fondamentalement notre câblage, mais seulement modifié les formes de nos émotions et le type d'irrationalité qui les accompagne. Par exemple, de nouvelles formes de médias ont amélioré la capacité séculaire des responsables politiques à jouer sur nos émotions pour en tirer profit. Et ce par des moyens de plus en plus subtils et complexes. Les publicitaires nous bombardent de messages subliminaux d'une efficacité redoutable. Notre présence continuelle sur les réseaux sociaux nous rend sujet à de nouvelles formes de contamination émotionnelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la viralité émotionnelle. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour induire une réflexion paisible. Avec leur omniprésence actuelle, nous avons de moins en moins d'espace mental pour prendre du recul et réfléchir. Les mots rationnels et irrationnels peuvent être très subjectifs. Les gens jugent toujours irrationnels ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Nous avons besoin d'une définition simple à appliquer pour évaluer aussi précisément que possible la différence entre les deux. Utilisons ce qui suit comme baromètre. Nous éprouvons constamment des émotions qui contaminent notre pensée en continu, nous rendant sensibles à des idées qui nous font plaisir et flattent notre ego. Il est impossible de ne pas faire intervenir un minimum de subjectivité et d'émotion dans ce que nous pensons. Les individus rationnels en ont conscience, et grâce à l'introspection et à leurs efforts, sont capables, dans une certaine mesure, de faire abstraction des émotions et de contrecarrer leurs effets. Les individus irrationnels n'ont pas cette conscience. Ils se précipitent dans l'action sans réfléchir suffisamment aux répercussions et aux conséquences possibles.
Nous voyons la différence dans les décisions prises, les actions menées et les résultats obtenus. Les personnes rationnelles prouvent avec le temps qu'elles sont capables de finaliser un projet, d'atteindre leurs objectifs, de travailler efficacement en équipe et de créer quelque chose de durable. En revanche, les personnes irrationnelles donnent à voir dans leur vie des schémas négatifs, des erreurs qui se répètent, des conflits inutiles qui les suivent ou qu'elles aillent, des rêves et des projets qu'elles ne réalisent jamais, de la colère et des velléités de changement qui ne se traduisent jamais par des actions concrètes. À leur insu, elles sont toujours en proie à des émotions, sans cesse en train de réagir. Tout le monde est capable de décisions irrationnelles, dont certaines résultent de situations incontrôlables. Et même les individus les plus irrationnels peuvent avoir d'excellentes idées ou réussir momentanément par leur audace. Par conséquent, il est important d'évaluer au fil du temps si une personne est rationnelle ou irrationnelle. Est-elle en mesure de pérenniser ses réussites et de trouver plusieurs stratégies efficaces ? Est-elle capable de s'adapter et d'apprendre de ses échecs ? Nous voyons aussi la différence entre un individu rationnel et un individu irrationnel, dans des situations particulières, lorsqu'il s'agit de calculer les effets à long terme et de voir ce qui importe réellement. Par exemple, dans une procédure de divorce et une problématique autour de la garde des enfants, les personnes rationnelles vont réussir à laisser de côté leur amertume et leurs griefs, pour considérer ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Alors que les personnes irrationnelles vont être obsédées par l'idée d'engager un bras de fer contre leur partenaire, et vont laisser leur ressentiment et leur soif de vengeance guider secrètement leurs décisions. Il s'ensuivra une bataille interminable et un enfant déchiré. Lorsqu'il s'agit d'embaucher un salarié, les individus rationnels vont s'appuyer sur un critère de compétence en se demandant « le candidat est-il compétent pour occuper ce poste ?» Tandis que les individus irrationnels vont facilement se laisser influencer par un candidat qui sait jouer de son charme ou de son potentiel de sympathie. Qui sait habilement nourrir leurs insécurités, qui ne les remettra pas en question, ou qui ne représente aucune menace pour eux, ils vont alors l'embaucher sans avoir conscience des vraies raisons sous-jacentes. Quand la nouvelle recrue se montrera incompétente et multipliera les erreurs, la personne irrationnelle en accusera les autres. Concernant les choix de carrière, les personnes rationnelles rechercheront des postes adaptés à leurs objectifs à long terme. Contrairement aux individus irrationnels qui prendront leurs décisions en fonction du gain immédiat qu'ils peuvent en tirer, de ce qu'ils pensent mériter dans la vie, parfois très peu, des libertés qu'ils peuvent prendre avec ce travail, s'il est possible de tirer au flanc parfois, tant mieux, ou de l'attention et de la reconnaissance que ce poste peut leur apporter. Résultat, ils se retrouvent dans l'impasse. Dans tous les cas, le degré de conscience fait toute la différence. Les individus rationnels admettent facilement leurs propres tendances irrationnelles et la nécessité de se montrer vigilants. Alors que les irrationnels se mettent dans tous leurs états, dès qu'on pointe les racines émotionnelles de leurs décisions. Ils sont incapables de se livrer à l'introspection et d'apprendre de leurs erreurs, lesquelles les poussent à adopter une attitude de plus en plus défensive. Il est important de comprendre que la rationalité n'est pas un moyen de dépasser l'émotionnel. Prenons en exemple cet homme d'État athénien ayant vécu en 429 avant Jésus-Christ, Périclès. Périclès lui-même attachait de la valeur au courage, à l'audace, à la prise de risque. Il aimait l'esprit d'Athéna et l'inspiration qu'elle lui apportait. Il voulait que les Athéniens aient l'amour de leur cité et éprouvent de l'empathie à l'égard de leurs concitoyens. Il aspirait à un état d'équilibre, une compréhension claire de la raison pour laquelle nous ressentons ce que nous ressentons, une conscience de nos impulsions, de manière à pouvoir réfléchir sans être dominé par nos émotions à notre insu. Périclès voulait que l'énergie associée aux impulsions, aux élans et aux émotions serve notre pensée. C'était sa vision de la rationalité et notre idéal. Heureusement, acquérir une certaine rationalité n'est pas si compliqué que cela. Il s'agit simplement de suivre un processus en 3 étapes. Premièrement, nous devons prendre conscience de ce que j'appelle l'irrationalité de niveau 1. Elle est liée aux humeurs, aux émotions et aux sentiments qui nous agitent inconsciemment et continuellement au quotidien. Lorsque nous envisageons ou prenons des décisions, nous ignorons à quel point ces facteurs faussent notre processus de pensée. Ils créent des biais cognitifs caractéristiques et si profondément ancrés en nous, que nous les retrouvons dans toutes les cultures et à toutes les périodes de l'histoire. En déformant la réalité, ces biais sont à l'origine des erreurs et des décisions inefficaces qui nous empoisonnent la vie. En prenant conscience, nous pouvons commencer à contrecarrer leurs effets. Deuxièmement, nous devons comprendre la nature de ce que j'appelle l'irrationalité de niveau 2.
Elle est à l'œuvre lorsque nos émotions subissent un effet d'escalade, en général à cause de certaines pressions. Quand nous pensons à notre colère, notre excitation, notre ressentiment ou notre méfiance, il s'intensifie pour se transformer en réactivité permanente. Tout ce que nous voyons ou entendons est interprété à travers le filtre de cette émotion. Nous devenons plus sensibles et plus sujets à d'autres réactions émotionnelles. L'impatience et le ressentiment peuvent se transformer en colère homérique et en profonde méfiance. Ce sont ces états de réactivité qui mènent les individus à la violence, aux obsessions maniaques, à la cupidité incontrôlable ou à la volonté de contrôler les autres. Cette forme d'irrationalité est à l'origine de problèmes plus graves, crises, conflits et décisions catastrophiques. Comprendre comment ce type d'irrationalité fonctionne peut nous permettre de reconnaître l'état réactif au moment où il nous envahit et de faire marche arrière avant de commettre l'irréparable. Troisièmement, nous devons adopter certains exercices et stratégies destinées à renforcer la part pensante de notre cerveau et à lui donner davantage de poids dans sa lutte éternelle avec la part émotionnelle. C'est ici qu'on s'arrête, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous.